s'est passé qu'ils n'ont pas aimé du tout. C'est-à-dire Pas aimé du tout. Ben, on m'a dit que c'était nul, clairement, que ça n'avait aucun intérêt et que de toute façon, personne ne s'intéressait aux personnages noirs. Mon père lit tout. Il lit tout. Il lit tout. De la romance. Ouais, et puis il me dit derrière, c'est pas mal ma fille, j'aime bien. B comme Book Club. Bonjour et bienvenue dans l'émission B comme Book Club, le talk show qui dépoussière la lecture et rassemble les lectrices afro. Je suis Riri Doua, autrice en auto-édition et en ce jour très spécial, lectrice plus que jamais. À chaque émission, je vous propose d'aller à la rencontre d'une artiste qui joue avec les mots par passion et par amour des histoires à raconter. Nous allons embarquer dans son univers et découvrir les coulisses de son écriture. Mais avant cela, je tiens à ce que nous rendions hommage aux autrices et aux auteurs du passé, à celles et ceux qui ont écrit avant nous et qui nous ont indirectement inspirés à écrire aujourd'hui. Pour ce faire, j'aimerais vous parler de Jacques Roumain. Jacques Roumain qui a été toute sa vie un amoureux d'Haïti. Il s'est investi pour elle par le militantisme, par la politique et aussi par son écriture. Et j'ai retrouvé dans la bibliothèque familiale un monument de sa bibliographie. Gouverneur de la Rosée. La couverture est défraîchie, la page ici et la couverture est écornée, mais je peux vous assurer que ce roman n'a rien perdu de son étincelle. On y découvre Manuel qui a quitté Haïti et qui décide d'y retourner pour retrouver ses parents dans la campagne haïtienne. Sauf que lorsqu'il y retourne, il n'y découvre que le désespoir et la désolation parce que l'eau a disparu. Et il s'agit d'un vrai drame pour les habitants de cette campagne haïtienne qui vivent de la terre. Alors Manuel se lance un défi fou, celui de retrouver l'eau, celui de retrouver une source. En démarrant cette aventure, il tombe fou amoureux d'Anaïs. Sauf qu'Anaïs est la fille de la famille rivale de celle de Manuel. Vont-ils réussir à trouver une source ? Vont-ils réussir à vivre leur amour ? Et parviendront-ils à enterrer la hache de guerre entre les habitants du village ? C'est ce que je vous invite à découvrir dans cette romance à l'haïtienne. En parlant de romance, l'autrice que nous accueillons aujourd'hui est vraiment la reine du genre. Elle comptabilise plus de 2 millions de lectures sur Wattpad. Elle a été lauréate du prix de la plume indépendante en 2023 et elle a vraiment une bibliographie qui foisonne entre Fragance, Soweto, Le Diable au cœur. Elle écrit vraiment des histoires qui font chavirer nos cœurs avec des personnages qui vivent les turbulences de l'amour. Est-ce que vous avez deviné de qui il s'agit ? Je vous encourage à accueillir chaleureusement Suzanne Siloulou. Applaudissez le public. Bonjour Suzanne. Bonjour. Comment te sens-tu ? Très bien. Très bien. Parfait. Alors tout d'abord, je tiens à te remercier d'avoir accepté de faire partie de cette émission. Pour que le public sache, nous nous sommes connus via Instagram. Je t'ai contacté il y a environ 4 mois et tu as décidé de faire partie de l'aventure de cette première session du B comme Book Club. Donc je t'en remercie vraiment. C'est moi qui te remercie pour l'invitation. Et ta présence est d'autant plus notable aujourd'hui parce que je sais que, en parallèle, tu as une activité professionnelle. Cette semaine a été très intense pour toi. Oui. Et cela me permet de commencer par cette première question. Comment fais-tu pour écrire en parallèle de ton activité ? Comment tu arrives à trouver ce temps à consacrer à ton art ? Alors, le temps, je ne le trouve pas, je le prends. J'ai toujours écrit depuis toute petite. J'écris un peu de tout.
Voilà, j'ai envie de demander quelque chose à mes parents, j'écris. Je sais pas le dire à l'oral. J'ai envie d'écrire quelque chose à mes enfants, je le fais. Et moi, ça me permet aussi de poser mes pensées. Donc, le temps, vraiment, je le prends. Je prends le temps d'écrire. Vraiment. Tu prends ce temps. Et tu as décidé de te diriger vers la romance. Et lorsque nous échangions à ce sujet, tu m'expliquais que c'était vraiment le genre qui te passionnait. Oui. Et j'aimerais que tu nous expliques pourquoi. Alors, moi, j'aime les émotions. J'aime vivre les émotions. J'aime exploiter les sentiments, comprendre comment évolue une relation. Et je trouve que la romance, c'est le genre qui permet le plus de proposer cette évolution amoureuse des personnages. La romance, parce que je suis romantique, tout simplement. Hein. Voilà. Tout simplement. Et justement, donc, par rapport à la romance, alors c'est vraiment le genre qui explose en maison d'édition. C'est le genre aussi qui fait grimper le chiffre d'affaires des libraires. Mais pourtant, on entend très souvent que la romance, ce n'est pas de la vraie littérature. Alors, qu'est-ce que tu répondrais justement aux personnes? Alors, ce n'est absolument pas mon avis parce que j'ai adoré ce que tu as écrit. Vraiment, je conseille au public de lire. Alors, en ce qui me concerne, j'ai lu Fragrance et Soweto et La plume de Suzanne est simplement magnifique. C'est vraiment... J'ai passé de très bons moments de lecture. Mais qu'est-ce que tu répondrais à des personnes qui s'imaginent que la romance, ce n'est pas de la vraie littérature au final? Je répondrais qu'à l'époque, les Baudelaire et compagnie, on leur disait que c'était pas de la vraie littérature et qu'aujourd'hui, c'est étudié et obligatoire dans les programmes scolaires. Donc, en fait, la littérature, c'est ce qu'on a envie de lire tant que c'est écrit et qu'il n'y a pas d'élitisme à avoir. Maintenant, si ça plaît aux gens de mettre des catégories, des cases, ben c'est très bien. Mais l'essentiel, c'est que ce qu'on écrit trouve un public. Et finalement, économiquement, on voit quand même qu'il y a un public. Alors, c'est pas de l'élite. C'est pas du Molière, c'est pas du Baudelaire, c'est pas du Rostand, mais c'est de la littérature quand même. Voilà. J'adore ta réponse. Et alors, encore une fois, par rapport au fait que la romance prenne autant de place chez les libraires, c'est vraiment ce qui est très lu, hein. C'est un genre très très lu. Ouais. Comment tu analyses en fait, entre guillemets, le décalage entre le fait qu'on cherche autant à se plonger dans des histoires d'amour et le fait qu'il y a énormément de personnes qui se plaignent de ne pas trouver la personne qu'il leur faut dans cette époque où l'amour peut sembler assez consumériste. Est-ce que c'est, selon toi, ce qui pousse les gens à lire de la romance? Comment tu analyses? Est-ce que tu as une analyse d'ailleurs sur le sujet? Non, pas spécialement, mais je me dis que les gens ont besoin de choses légères. Voilà, de lire des choses qui les embarquent dans des aventures, qui leur font vivre des aventures. Ils ont envie de sentir leur cœur battre. Voilà, ils se mettent à la place des personnages. Voilà, c'est tout simplement ça. Après, ils choisissent la lecture parce que c'est ce qu'ils aiment. Il y en a d'autres qui préféreront une série qui propose les mêmes thèmes. Et puis il y en a d'autres qui, vraiment pour eux, c'est inutile et ça n'a aucun intérêt. Mais j'ai pas vraiment d'analyse en fait, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, il y a une génération là qui est bien présente et qui évolue et qui apprécie ce genre de romance. Après, dans la romance, il y a aussi plusieurs catégories. Donc, est-ce qu'ils lisent tous le même genre de romance ? On a des romances qui sont très sexualisées et qui sont très lues aussi. Et on a des romances qui sont plus édulcorées et qui ne sont pas forcément vues. Donc, qu'est-ce qu'on appelle romance ? Est-ce que c'est un gros sous-thème ou est-ce que c'est quelque chose de particulier ? Ça, je ne sais pas, je ne l'ai pas analysé. Oui, effectivement, de ce que tu dis, il y a beaucoup de genres, de sous-genres c'est ça. Dans la romance. Et d'ailleurs, ce vers quoi tu te diriges, tu ne
comment dire, il n'y a pas beaucoup de scènes avec de la sexualité. Tu recherches, d'ailleurs, de ce que je constate, de ce que j'ai lu, la profondeur des sentiments. Pourquoi ce choix de ne pas aller, enfin, en tout cas, brosser des scènes où on retrouve cette sexualité? Parce que moi, ce que je décris, c'est les sentiments et pas les actions. Et c'est suggéré. C'est souvent suggéré, on comprend qu'il se passe des choses, mais je trouve que l'essentiel n'est pas là et que ça ne sert pas l'histoire. Donc quand ça ne sert pas l'histoire, c'est pas obligé de rajouter des lignes pour avoir ce genre de choses. L'essentiel, c'est dans vraiment l'évolution des personnages, leurs sentiments et les rendre humains, les rendre vivants. Et pour ça, il n'y a pas besoin forcément de sexe. Et d'ailleurs, est-ce que tu trouves que tes consoeurs de la romance vont un peu trop vers cette sexualisation? Est-ce que c'est du coup, parce que c'est ce qu'on constate, déjà par rapport aux films, aux séries, et un peu également dans la littérature, il y a une tendance à beaucoup aller vers la sexualisation des récits. Qu'est-ce que tu penses de cela? Pour moi, la sexualité, c'est pas l'amour. C'est vraiment deux choses différentes. Ça peut être une des conséquences de l'amour, mais ça peut être rien d'autre et surtout pas l'amour. Donc, je mélange pas tout. En tout cas, pour moi, c'est pas mélangé. Après, les consoeurs qui choisissent de le faire, c'est qu'elles sont à l'aise sur le sujet, elles maîtrisent leur thème, elles ont leur public, et ça, c'est pas critiquable. En fait, vraiment, tant qu'elles trouvent quelqu'un en face pour lire et que ça plaît, tant mieux. En tout cas, pour moi, la romance, l'amour, ce n'est pas forcément la sexualité. Je mets vraiment ça à part. Et j'en parle, parle, c'est évoqué, mais c'est pas le sujet du livre. C'est très important que tu le précises parce que, oui, que la sexualité n'est pas l'amour. Et qu'il y a vraiment cette distinction à faire et que ton genre, en tout cas, la façon dont tu écris aussi est importante. De montrer la profondeur des sentiments, comment ça s'installe. Et ce que j'apprécie vraiment dans tes récits, c'est qu'on a des personnages qui sont parfois antagonistes. Oui, oui, vraiment ça, qui sont antagonistes et qui apprennent, en fait, on dirait que leur monde s'entrechoque et qu'ils doivent apprendre, en fait, à faire des compromis et que ça les fait grandir. Et c'est ce que je trouve vraiment très fort dans ce que tu écris. Et c'est ce qui manque, je trouve, aujourd'hui. Les gens veulent rester dans leur antagonisme et avoir raison chacun de leur côté, plutôt que d'aller vers l'autre et de chercher des solutions. En fait, il y a la possibilité de dialoguer. On n'est pas obligé d'être toujours d'accord, mais on n'est pas obligé d'être l'un contre l'autre forcément. Et ça donne ce qu'on voit en ce moment dans la société, des gens qui sont catégoriques et ça donne des choses qui sont pas belles à voir, quoi. Mais voilà, moi, c'est idéalisé, c'est vrai, mais c'est comme ça que j'aimerais que ça tourne. Oui, mais on a besoin d'idéalisation dans la littérature. C'est ça. Donc, c'est très bien. Tu parlais de légèreté, que les personnes recherchent de la légèreté dans ce qu'ils lisent. Alors, par rapport à ce que j'ai lu de Soweto et de Fragrance, il y a vraiment des moments sombres aussi. J'ai constaté dans ta bibliographie, alors notamment avec Fragrance, mais aussi avec Le Diable au cœur, que tu évoques les questions des violences, alors conjugales et intrafamiliales. Parce qu'en l'occurrence, on constate dans Fragrance qu'il y a 2 femmes qui subissent de la violence d'un personnage qu'on n'attendrait pas. Pourquoi est-ce important pour toi d'évoquer ces sujets? Parce que c'est une manière de parler des choses dont on ne pourrait pas parler librement. C'est ça que permet la littérature, c'est d'évoquer des thèmes qui nous tiennent à cœur et d'en donner notre analyse, notre façon de voir, nos perspectives, nos solutions. Et c'est ce qui est intéressant en fait, c'est de voir que oui, il y a l'amour, mais il se passe plein d'autres choses à côté et que l'amour n'apporte pas forcément des choses positives, mais comment est-ce qu'on se sort de ces difficultés? Est-ce que tout est noir forcément? Est-ce qu'il y a la lumière au bout? Et pour moi, il y a quand même la lumière au bout, sinon ça ne serait pas de la romance.
Oui, effectivement. Oui, c'est très beau ce que tu nous dis. D'ailleurs, j'aimerais qu'on parle un peu plus de fragrance. J'aimerais que tu nous parles de ta rencontre avec l'univers de la parfumerie, ce qui t'a conduite à écrire Fragrance. Je trouve que c'est une jolie histoire à partager avec le public. Alors, j'étais chez Sephora avec mon mari qui aime beaucoup se parfumer et il avait envie de changer de, de parfum. Donc, on demande à un vendeur, est-ce que vous pourriez nous conseiller? Et en fait, on est tombé sur un jeune homme qui était passionné et qui nous a raconté l'histoire de chaque parfum, en fait. Et je me suis posé la question, est-ce que ça existe des maîtres parfumeurs noirs? Et je me suis mise à chercher le soir même, est-ce que ça existe? Je n'en ai trouvé aucun en France. Par contre, j'en ai trouvé 4 aux États-Unis, qui avaient leur propre marque, etc. Et parmi eux, il y avait une femme. Et ça m'a donné l'idée de dire, ah, mais ça serait un super personnage, ça, de quelqu'un qui aime le parfum et qui veut partager. Et en fait, ça a été le prétexte pour raconter autre chose en fond aussi. Oui. Voilà, et surtout de dire qu'il n'y a pas de déterminisme social, on peut venir de quelque part et arriver ailleurs, là où on ne nous attend pas forcément, et que voilà, il faudrait que ce plafond de verre, surtout en France, on le casse. Oui. Voilà, donc voilà, le parfum était un prétexte aussi pour raconter tout ça. Oui, effectivement, on retrouve ce personnage féminin, donc cette femme noire, dans le milieu de la parfumerie en tant que née. Donc on retrouve Chaska dans ce milieu. J'ai beaucoup apprécié, et en plus par rapport à ce que tu évoques, c'est aussi ça le but de la littérature, c'est de suggérer de nouveaux possibles. Et je pense que tu en inspireras plus d'une avec cette lecture. J'aimerais aussi que tu nous racontes l'histoire de Fragrance dans son écriture, parce que il me semble que tu t'es rapproché des maisons d'édition pour le publier, et finalement tu le publies en auto-édition. Oui. Que s'est-il passé? Il s'est passé qu'ils n'ont pas aimé du tout. C'est-à-dire pas aimé du tout. Ben, on m'a dit que c'était nul, clairement, que ça n'avait aucun intérêt et que de toute façon, personne ne s'intéressait aux personnages noirs. Et je ne l'ai pas compris tout de suite, mais je l'ai compris après. En fait, c'est pas que personne ne s'intéresse aux personnages noirs, et ces personnes ne s'intéressent aux personnages noirs racontés par quelqu'un de noir. C'est différent. Donc c'est pas la même vision, c'est pas ce qu'on attend du personnage, il n'est pas à la place qu'on attend de lui. Elle impose des choses qui questionnent dans le fonctionnement normal de la société. Voilà, ils n'ont pas aimé du tout. Mais je peux comprendre parce que c'est une position, c'est un point de vue, alors que moi je suis complètement à l'opposé. Et c'est vrai qu'en tant que femme noire, mais j'y ai mis de ce que je connaissais culturellement, de ce que je vis factuellement. Et c'est des choses qu'en tant que non-noire, on n'est pas forcément en phase avec, on ne comprend pas forcément. On ne sait pas qui est Koffi Olomidé, par exemple, et que c'est évoqué. Enfin, on n'a aucune référence, en fait. Et donc, on peut prendre les choses autrement que ce qu'elles sont. Oui, c'est très important ce que tu dis, parce que dans la littérature dite française, donc il y a beaucoup de références, très logiquement, qui concernent la France, mais il y a aussi une population noire qui est là, et elle se retrouve très peu dans cette littérature. Est-ce que tu penses, indirectement, que c'est pour cela que le jeune public ne lit pas nécessairement? Moi, je pense que le jeune public ne lit pas parce que les parents n'incitent pas à la lecture. Hein. Enfin, surtout cette génération, c'est surtout ça. Il faut que le jeune public arrive à se poser et ouvrir un livre plutôt que allumer son écran. C'est la jeune génération, je dirais que c'est plutôt ça le dilemme. C'est une génération qui a besoin d'une information facile et rapide. Et lire, ce n'est pas facile et rapide. Donc, forcément, ça pose problème. Après, dans cette génération, il y a quand même des jeunes qui lisent, mais ce qui leur est proposé, c'est pas forcément ça en premier. Voilà. Face à une maison d'édition, je ne fais pas le poids quand je propose ce que j'écris. Et pourtant, ça pourrait plaire à d'autres jeunes personnes aussi, jeunes lecteurs. Donc,
voilà, il faut continuer à œuvrer pour que ça évolue. Mais oui, tout à fait. Et d'où la création de cette émission pour vous permettre de reconnaître, de découvrir ces autrices qui font un travail formidable déjà en autodédition, quand bien même les maisons d'édition ne voudraient pas de leurs ouvrages. J'aimerais rebondir sur une chose que tu as dite un peu plus tôt, par rapport au fait que les maisons d'édition acceptent des textes avec des personnages noirs lorsque ceux-ci ne sont pas dépeints, décrits par des auteurs noirs. Il se trouve que dans Soweto, Soweto qui est ta dernière sortie, tu choisis une protagoniste qui est une femme blanche du temps de l'apartheid. Oui. Et qui tombe amoureuse de Tumiko, qui est un Africain du Sud. Donc, histoire magnifique. Et très compliquée, je pense que vous pouvez l'imaginer. Que répondrais-tu justement aux personnes qui pourraient te dire que cela n'a pas vraiment de sens, que tu écrives une histoire en tant que femme noire avec une protagoniste blanche du temps de l'apartheid? Je répondrai rien puisque en fait c'est un choix que j'ai fait, un choix assumé. Et alors moi j'ai grandi dans une ville où il n'y avait pas beaucoup de personnes issues de l'immigration à l'époque, quand je suis arrivée, 80-90. J'ai toujours été la seule jeune fille noire dans ma classe, de la maternelle à la terminale. Bon. Okay. Donc j'ai grandi dans un univers où je suis caméléon. Je sais très bien comment être dans une certaine partie de la population et je connais bien aussi une autre partie. Donc j'ai pas ce décalage. C'est un peu un métissage culturel, quoi. Et donc je me suis sentie très à l'aise de me mettre à la place d'une femme blanche parce que mes amies d'enfance que j'ai encore aujourd'hui sont blanches. Je sais, je conçois leur façon de penser, d'imaginer les choses, etc. Et puis la romance, l'écriture, c'est aussi imaginer. Donc c'est le chemin des possibles. On n'est pas obligé d'écrire la réalité. On peut aussi suggérer des choses qui ont été, qui pourraient être vraies, qui ne le sont pas forcément. Et là, pour le coup, je me suis basée sur des événements historiques. Donc, ce sont des choses qui ont vraiment existé. Il y a des témoignages de femmes blanches ou d'hommes blancs qui, pendant l'apartheid, ont eu un coup de cœur pour quelqu'un d'autre que la personne qu'il fallait. Donc, c'est pas quelque chose qui est complètement imaginé. Et en fait, il faut le lire pour savoir si je me suis trompée ou pas. Voilà, j'ai pas de réponse complètement... Voilà, c'est écrit, quoi. Oui, mais je trouve que, en effet, le but pour un auteur, c'est d'être assez libre dans son écriture et de pouvoir laisser pleinement place à la créativité pour justement proposer ce que tu proposes ici, et c'est génial, j'ai adoré. Et c'est formidable, cette histoire, vraiment. Et j'aimerais bien justement que tu nous parles des exemples historiques, parce que je suis vraiment intriguée. Parce que dans une époque comme celle de l'apartheid, surtout pour une femme blanche, c'est-à-dire que les femmes blanches sont souvent associées aux stéréotypes de l'innocence, de la pudeur, on les protège, etc. Donc, les femmes blanches à cette époque devaient être nécessairement surprotégées. Comment une histoire d'amour de ce type est possible? Est-ce que tu as un exemple d'histoire qui t'a marqué parmi tes recherches? Ah oui, c'est l'histoire de Sylvia Min et Ahmed Kadrata, qui était un des compagnons de Nelson Mandela. Et leur histoire, malheureusement, n'a pas pu aboutir comme on l'imagine, parce que, il faut lire leurs échanges épistolaires, c'est magnifique. Ils se rencontrent à un moment donné
où l'ANC devient importante à cette époque. Lui, il est un des responsables de l'ANC. Elle est militante. Bon, finalement, ils se font prendre. Elle est emprisonnée, lui aussi. Finalement, étant blanche, elle est libérée. Elle arrive à aller en Allemagne, puis en Angleterre. Et il finit par être libéré lui aussi. Ils se retrouvent, mais ils n'arrivent jamais à retrouver cette connexion parce que tout ce qu'ils ont vécu est trop complexe. Mais jusqu'au bout de leur vie, ils seront restés en contact. Et on sent un lien, on sent un fil, mais l'amour n'a pas pu aboutir. Elle a dû avorter. Enfin, vraiment, une histoire... Il faut lire leurs échanges, leurs écrits. C'est vraiment intéressant de comprendre dans quel contexte ils sont de peur, de crainte, de répression. C'est vraiment admirable. Et il n'y a pas qu'elle, hein, il y en a plein. Hein, donc, voilà. Et puis, on a quand même pas mal de métis en Afrique du Sud aujourd'hui, hein, des enfants qui sont nés à cette époque. Tous, c'est pas une question de viol ou de maltraitance. Non, il y a eu de vraies histoires d'amour. Oui. Waouh. C'est vrai que alors, c'est une très bonne chose que tu en parles. Le travail d'écrivain, c'est aussi ça. Hein. C'est beaucoup de recherche, surtout quand on se lance dans une thématique historique comme celle-ci. Et c'est très beau ce que tu nous as partagé. Et je trouve que tu arrives, par tes écrits, à retranscrire tout ceci. Justement, cette peur que les personnages ont l'un pour l'autre, cet amour aussi qui est mêlé à tout ça, les injonctions sociales qui pèsent sur leurs relations, c'est très bien. Et un amour qui s'exprime différemment. Différemment aussi. Parce que de la position de Tomiko et de la position de Gabriella, on sent le même amour, mais il n'est pas exprimé de la même manière du tout. C'est ça, tout à fait. Donc, tu parviens à montrer qu'il y a aussi cette dimension culturelle, disons, de l'amour, qui mène aussi les personnages à se découvrir sur cette facette. Et c'est très beau, vraiment. Merci. À chaque début de chapitre, tu nous mets une citation de Nelson Mandela. Oui. Alors, Nelson Mandela qu'on ne présente plus, que tout le monde connaît, bien évidemment. C'est une figure qu'on présente souvent pour parler de la paix. Mais c'est une figure, à terme, à force de la présenter de cette façon, qui s'édulcore un peu. C'est ça. Pourquoi t'a-t-il semblé important de remettre ces écrits, remettre ces citations à chaque début de chapitre? Alors d'abord parce que c'était dans le contexte historique et que chaque citation correspond à vraiment une situation qui se passe dans l'histoire, hein, dans le chapitre, et que ça corrobore et la romance qui est de la fiction et la réalité historique de Mandela. En fait, il écrit des choses parce qu'il a vécu des choses, il a assisté à des choses qui sont difficiles. Et c'était pour faire le lien en fait entre vraiment ce qui peut être la fiction mais qui est raconté sur un fond historique et la vérité historique. Et je trouvais que Mandela, c'était quand même... ses paroles sont quand même très précises, tranchantes. Il y a une dimension humaine. Ça donne une dimension à l'humanité. Ça enlève tout ce qui est négatif. Ils font ça, mais c'est parce qu'ils ignorent des choses. Nous, on fait ça, il nous arrive ça, mais on ne doit pas laisser tomber. Il y a quand même une leçon derrière. Voilà. Et beaucoup d'espoir. Beaucoup d'espoir, beaucoup. On en a besoin. Oui. Qu'est-ce que ta famille... Alors, autre question. Qu'est-ce que ta famille pense de ta carrière, du fait de t'être lancée dans l'écriture? C'est les premiers supporters. Les premiers? Oui, les premiers. J'ai vraiment... j'ai de la chance, en fait. Voilà, parce que j'ai pas de... Alors, j'ai des critiques, hein. Quand c'est nul ce que tu as écrit... Voilà, mes sœurs sont très tranchantes. Voilà, c'est aussi le rôle des sœurs, hein, parfois. Mais par contre, ils sont très soutenants. Mon père lit tout. Il lit tout? Il lit tout. De la romance? Ouais, et puis il me dit derrière,
c'est pas mal ma fille, j'aime bien. C'était bien. Alors c'est étonnant parce que, bon, ma mère voulait pas qu'il lise. Hein. Elle disait, non, ne lis pas, il y a des choses quand même. Oui, les passages Et, suggérés. oui, oh là là. Et non, en fait, il a beaucoup aimé et voilà, ils sont toujours là. Ils sont toujours là. C'est les premiers lecteurs, c'est les premiers à critiquer, c'est les premiers à dire quand ça va bien. Donc voilà. C'est génial. Ouais. Et est-ce que tes filles aussi te lisent? Alors, la grande me lit. Et pareil, elle est très tranchante et très, très vraie dans ce qu'elle... Par exemple, elle m'a dit, j'ai détesté Charlie, c'était nul, maman. J'ai pas aimé. Bon, voilà. Au moins, c'est honnête, Voilà. c'est clair, c'est direct. Donc, voilà. Et puis, mais ça, j'ai plus aimé. Ça, c'était vraiment bien. Voilà, je l'ai relu. Bon, voilà. Mais les enfants... Après, les 2 autres sont quand même plus jeunes. Je trouve que c'était pas tellement... C'est pas tellement le moment, elles le liront plus tard. Hein, donc, mais ouais, ma famille lit... Ouais, ça c'est génial. J'aimerais plus aborder avec toi une question de société. On parle beaucoup de l'émergence de l'intelligence artificielle. Et oui. Et du fait qu'effectivement, qu'il y a une crainte, il y a une crainte réelle qui émerge par rapport à la profession d'écrivain, par rapport à l'écriture. Quel est ton point de vue par rapport à cela? C'est comme tout, hein. Tout ce qui est question d'évolution, on s'inquiète tout le temps. Mais je pense qu'il y a des limites. Il y a des limites. On le voit, hein. Tu vas sur ChatGPT, c'est toujours le même phrasé, la même intensité, les mêmes choses qui reviennent, même si tu... Bon, moi, je vois pas l'intérêt d'écrire avec ça. Par contre, pour des recherches, pour des choses, ça peut être intéressant. Ça peut être un outil, mais ça peut absolument pas être l'écrivain. Voilà, c'est dommage, en fait. Et même, quel est le plaisir de publier quelque chose qu'on n'a pas fait ou on n'a pas cherché? Bon, je sais pas, peut-être qu'il y en a que ça intéresse. Moi, ça m'intéresse pas du tout. Je comprends bien. Suzanne, j'ai cru comprendre que tu nous as préparé un passage. Oui, je te laisse. Donc, Suzanne va nous lire un passage de Soweto, en l'occurrence. Donc, je te laisse partager avec nous le passage que tu as choisi. Soweto, pour vous resituer, en soi, bon, vous avez suivi. Il s'agit d'une romance entre Gabriela et Tomiko du temps de l'apartheid. Donc, Tomiko qui est un homme noir et Gabriela qui est une femme blanche. A priori, ce sont 2 personnages que tout oppose et qui ne devraient pas être ensemble. Voilà. C'est là. Parfait. Alors, bon, c'est quand même C'est mon 3e jour à l'hôpital général. Le docteur Cole m'a accueilli avec beaucoup de bienveillance et d'élégance. Il m'a affectée au service des urgences. J'aurais préféré la pédiatrie, mais pour l'instant, je m'en contente. Aujourd'hui, l'activité a été régulière jusqu'à ce que les ambulances nous livrent les premiers blessés d'une émeute qui a éclaté en début d'après-midi. Nous sommes très vite débordés. Des policiers blancs ont brutalisé des manifestants issus des townships et visiblement, ces derniers ne se sont pas laissés faire. Un jeune policier est atteint sévèrement. De sa cuisse déchiquetée gicle un épais filet de sang. L'infirmière stagiaire à mes côtés semble tourner de l'œil. Je suis obligée de prendre le relais pour stopper l'hémorragie. « Saleté de nègre de merde !» hurle-t-il lorsque je tente de le recoudre. « Cessez donc de bouger, monsieur l'agent. Ces fils de chiens vont le payer. Ce pays est à nous !» scande-t-il alors que la douleur le pousse à grogner. La situation est en train de dégénérer. Tous les jours, c'est un peu plus la guerre civile dans le centre-ville de Johannesburg. Les pro-apartheid sont de plus en plus virulents et la réponse d'en face ne l'est pas moins pour autant. L'Afrique du Sud est sur le point de sombrer. Merci pour ce passage. J'espère que le public a pu découvrir avec plaisir, tout comme vraiment, je vous invite à le lire, il est génial. Il est vraiment super. On va poursuivre cette interview avec un quiz.
que j'ai appelé le Be Fast. Ok. Donc, les règles du Be Fast, je vais te proposer, donc te faire un ensemble de propositions auxquelles tu vas répondre très spontanément. Le but est vraiment pour le public de te découvrir D'accord. un peu plus. Et le thème de ce Be Fast, c'est la romance sans limite. D'accord. Est-ce que tu es prête ? Je suis prête. On y va. La plus belle histoire d'amour que tu aies lue ? Café Noisette de Éric Jérôme Diquet. La plus belle histoire d'amour que tu aies vue à l'écran ? Ah, scandale. L'histoire d'amour la plus ratée en lecture ou au cinéma ? Autant n'emporte le vent. La prochaine romance que tu attends avec impatience, en lecture, au cinéma ou sur Netflix ? Ben, je sais pas, j'en ai pas là. En trope, ennemi à amoureux ou triangle amoureux ? Ennemi à amoureux. En trope, fausse relation ou seconde chance ? Seconde chance. En trope, amour de vacances ou slow burn ? Slow burn. En personnage, brut de pomme ou gentleman ? Brut de pomme. En personnage, femme fleur bleue ou célibataire endurci ? Célibataire endurci. Parmi tes histoires, la romance la plus facile à écrire ? Fragrance. Parmi tes histoires, la romance la plus difficile à finir ? Soweto. Parmi tes histoires, la romance avec la scène la plus romantique ? Tout a commencé un vendredi soir de juillet. Parmi tes histoires, la romance avec la scène la plus gênante ? Tout a commencé un vendredi soir de juillet. Parmi tes histoires, la romance avec le personnage le plus torturé ? Soweto. Comment elle s'appelle ? Gabriella. Gabriella. Parmi tes histoires, le personnage le plus détesté ? Cassidy, Fragrance. Parmi tes histoires, le personnage dont on te parle le plus ? Caleb, Fragrance. Sa meilleure qualité ? Direct. Son pire défaut ? Direct. À choisir parmi tes romances, celle que tu souhaiterais voir adaptée au cinéma ? Soweto. Quelle actrice pour jouer la protagoniste ? Je sais plus comment elle s'appelle. Amanda Seyfried. Quel acteur pour jouer l'amoureux ? Kofi, je sais plus comment il s'appelle, mais il s'appelle Kofi. Kofi Siriboy ? Oui. Et dernière question, le pays où se déroule ta prochaine romance à paraître ? En France ? En France. Alors dis-nous tout sur ton actualité, ce qui arrive prochainement. Eh bien, normalement, une romance de Noël. D'accord. Voilà, qui va parler... Alors, ça va être une romance, mais un petit peu paranormale. Voilà, je vous en dis pas plus. D'accord. Et ça sort à quel tu connais Oui, déjà ça la date ? sera fin octobre. Fin octobre. Ouais. D'accord. Donc c'est magnifique. Et du coup, où pourra-t-on où on se procure tes livres déjà en général, où on te sur retrouve ? mon site internet, via Instagram et puis sur Amazon normalement. D'accord. Voilà. Super. Eh bien, merci encore Suzanne. Merci beaucoup. Un tonnerre d'applaudissements pour Suzanne encore une fois. Merci beaucoup. Eh bien, cher public, merci de nous avoir suivis. Si vous voulez découvrir les prochains épisodes, vous pouvez cliquer sur la cloche. Pour faire partie du public des prochains book clubs, vous pouvez vous inscrire via le lien en description. Un grand merci à l'équipe, sans laquelle rien de ceci ne serait possible. Merci à Michael, merci à Ludwig, merci à Estelle, merci à Cissé que vous ne voyez pas. Voilà, tout ce public que vous ne voyez pas. Un grand merci au public. Vous pouvez vous applaudir, hein. Voilà. Et un dernier mot, quelque chose d'important pour moi. Sans création, il n'y a pas de culture. Et c'est justement notre humanité qui nous permet de vivre intensément la culture, et c'est la culture qui nous recentre dans notre humanité. Alors soutenons ce mouvement vertueux, soutenons la création. Oui, applaudissez si vous voulez. En attendant le prochain épisode, je vous souhaite de vivre de très belles aventures livresques.
À très bientôt. À bientôt.